Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Et c'est la toute dernière émission de la saison. C'est-à-dire là, on s'apprête pour les vacances. Et sur votre chaîne de télévision, vous aurez droit à des best-of. Pour vous remémorer comme ça un tout petit peu, depuis janvier, qu'est-ce que nous avons fait de mieux pour vous informer. Je suis Constieka. Dans cette émission qui clôture la saison, puisque nous allons reprendre d'ici la rentrée la nouvelle programmation, nous allons parler du Gabon. Nous irons aussi en France voir les prouesses d'un parti politique de Côte d'Ivoire, à savoir le RHDP, dont nous parlerons à la fin de cette émission de nombreuses activités. Nous parlerons de la Côte d'Ivoire, bien sûr, on parlera du Cameroun, on ira aussi au Congo et au Sénégal. Restez des nôtres, vous avez fait le très très bon choix. À l'entame de cette émission, nous commençons par le Gabon, le pays du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Au Gabon, le ministre gabonais du Travail fait entendre la voix du Gabon au conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, en sigle OIT. Reportage Sinène Libreville. Lors de son intervention à la tribune de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, M. Patrick Barbera Isaac, ministre gabonais du Travail, du plein emploi et du dialogue social, s'est exprimé sur un sujet crucial à l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, à savoir le futur institutionnel de l'organisation et de ses employés. Madame la Présidente, l'examen minutieux de la structure organisationnelle en cours est fondamental pour identifier les départements, services et unités susceptibles de fusionner dans le but de réduire le nombre de postes de sous-directeurs généraux. Le vœu pieux est que dans l'éventualité d'une réorganisation, cela ne se traduise pas par des licenciements systématiques de hauts fonctionnaires actuellement en poste, possédant une expertise et une expérience précieuses, pouvant servir dans de nouveaux projets et de nouvelles initiatives. Par cette déclaration, il s'aligne sur la position du groupe africain qu'il appelle à une réforme responsable et centrée sur les valeurs de justice sociale et de concertation entre les partenaires du monde du travail. Madame la Présidente, le Gabon souscrit à la déclaration faite par l'Afrique du Sud au nom du groupe africain et vous félicite pour votre élection à la présidence du Conseil. Mon pays salue l'ensemble des initiatives innovantes lancées par le directeur général dans le cadre de cette réforme, notamment la mise en place d'une équipe chargée de l'examen de l'OIT et celle d'un groupe de réflexion interne dont les travaux vont sans doute déboucher sur des recommandations renforçant l'action de l'OIT. Nous souhaitons que malgré les contraintes budgétaires, les subventions à des instances sous-régionales puissent se poursuivre. Je pense notamment, par exemple, aux subventions concernant le Centre régional africain d'administration du travail. Ce sont des instances spécifiques et de contenu endémique qu'il est nécessaire de préserver. Une position forte qui illustre l'engagement du Gabon en faveur d'un multilatéralisme solidaire, d'un travail et d'un dialogue social renforcé, autant de piliers qui fondent la vision du Gabon pour un avenir plus équitable du travail à l'échelle mondiale. Nous restons toujours au Gabon et nous allons évoquer un tout petit peu la décentralisation. Le lancement officiel de la Commission nationale de la décentralisation est effective au Gabon. Nestor Ecomier, Sinène Libreville. Le processus de décentralisation a fait des progrès notables au Gabon avec le lancement officiel de la Commission nationale de la décentralisation présidée par le chef de l'État gabonais, chef de gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette cérémonie constitue un jalon crucial dans l'aspiration politique à consolider la gouvernance locale au Gabon. Au cours de cette cérémonie, M. Herman Imongol, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du Gabon, en sa qualité de président du comité technique, a présenté l'évolution du processus visant à transférer les compétences et les ressources gouvernementales vers les collectivités locales dans le cadre de la décentralisation. Son intervention a permis de faire un bilan temporaire sur les actions menées pour doter les entités locales des moyens nécessaires à l'exécution réelle de leurs responsabilités. Excellence, Monsieur le Président de la République,
Au lendemain du coup de libération du 30 août 2023, les autorités de la transition avaient manifesté leur ferme volonté de rendre effectif le transfert des compétences et des moyens de l'État aux collectivités locales. C'est au gré de cet engagement que j'ai convoqué et présidé la deuxième réunion du comité technique de la décentralisation du 26 au 28 février et du 5 au 8 mars 2024, avec pour objectif l'identification des compétences et l'évaluation des moyens de l'État à transférer aux collectivités locales. Dans son allocution, le chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a réitéré son dévouement constant à rendre la décentralisation à la fois effective et efficace. Il a profité de cette occasion pour mettre l'accent sur son désir de reconstruire une nouvelle structure institutionnelle basée sur la gestion autonome des collectivités locales et l'accroissement de leur autonomie. La rencontre de ce jour s'inscrit dans la concrétisation de ma volonté inlassablement exprimée de rendre effective la décentralisation. Cette politique de développement, qui a fait ses preuves sous d'autres cieux, vise à responsabiliser les autorités locales afin de mieux encadrer les populations et répondre à leurs besoins essentiels. Les collectivités locales que nous voulons renforcer constitueront le cadre institutionnel privilégié de la participation des populations à la vie de la nation. Elles assureront leur épanouissement et l'expression de leur diversité, tout en garantissant à leur niveau l'expression de la démocratie. À l'issue des travaux de la commission, le chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait part de ses attentes axées sur des actions significatives et structurantes. Ces choix permettront à long terme aux municipalités et aux départements de se transformer en véritables moteurs de développement capables de propulser et de diffuser des avancées économiques, socio-culturelles, scientifiques et administratives. C'est les vacances, comme je disais tantôt, les élèves ont eu le bac, auront le bac, certains veulent changer un tout petit peu d'établissement, ça bouge en Europe avec tout ce qu'il y a comme guerre par-ci par-là. Il vaut mieux garder nos enfants chez nous, à côté, en Afrique. Et la meilleure université internationale de Libreville ouvre grand ses portes. Les parents, vous êtes avertis, faites déjà vos inscriptions pour offrir un avenir meilleur à vos enfants. On se regarde. Qu'est-ce que c'est l'Université internationale de Libreville? L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Voilà, maintenant vous savez tout, ne dites pas qu'on ne vous l'avait pas dit. Vous savez tout sur l'Université internationale de Libreville, où vous pouvez envoyer vos enfants faire des brillantes études. Et là-bas, c'est l'adéquation éducation et formation, c'est-à-dire enseignement et formation, tout de suite, pour permettre à notre jeunesse d'être apte au marché du travail. Je vous retrouve juste après la réclame.
CNN est disponible sur les bouquets Créolink au 12, numéricable au 12, sur l'application cnntv.ci et sur tous vos supports numériques. Nous quittons le Gabon pour parler de la France. Mais en France, nous ne parlons pas des Français. Nous allons parler de la diaspora ivoirienne. Cette diaspora a montré comment elle est unie autour d'un parti et un homme. Une mobilisation record des militants du RHDP de France s'est effectuée à Paris et là, ça laisse tout le monde sans voix. Tellement les Ivoiriens sont mobilisés derrière ce grand parti politique. Reportage à Paris, Sylvie de Bois-Fleury, Gérard Richard, Marcel Bassolé-Séverin, Tchatchoua. Le samedi 14 juin 2025, sur la place de la bataille de Stalingrad à Paris, les militants du RHDP de France ont lancé un appel au président ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, pour se présenter aux élections présidentielles du 25 octobre 2025. Cet appel a été formulé sous la direction du coordonnateur du RHDP en charge de la diaspora. La Côte d'Ivoire a un président et les Ivoiriens sont fiers de leur président et les Ivoiriens veulent continuer avec leur président et ça, c'est votre volonté, c'est notre volonté. Les cadres du RHDP présents à ce rassemblement ont manifesté leur satisfaction face à cette large mobilisation de soutien au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, à Paris. 25 octobre 2025, pour dire encore oui à Alassane Ouattara, oui au développement. C'est pas leur rôle de choisir notre candidat, c'est pas leur rôle de nous dire qui doit être le président. C'est nous qui décidons. Il faut sécuriser maintenant la victoire du président Alassane Ouattara. Les militants du RHDP en France s'engagent à mener la lutte afin de contribuer au triomphe du RHDP au soir du 25 octobre 2025. Maintenant qu'on a vu du côté de la France, on vous en a parlé durant la semaine dernière sur nos médias. Il est important de savoir qu'il s'est passé quelque chose en Côte d'Ivoire le week-end du 15. Certains n'ont pas prêté attention, mais les avisés en termes de communication comme ceux des CNN vous montrent comment est-ce qu'une politique s'est montrée efficace. Quand on fait une pré-campagne, ce que je peux appeler tout simplement des pré-congrès, oui, c'est ce qui a été dit par le RHDP, pré-congrès complètement éclaté dans toutes les communes de Côte d'Ivoire, même jour, même heure. Regardez ça, c'était fantastique. Dans toutes les communes, tous les maires, tous les représentants du RHDP, tous les coordonnateurs ont fait un travail majestueux. C'était vraiment efficace de voir comment est-ce que les militants sont mobilisés par commune pour faire asseoir et montrer que leur parti est bel et bien là. Voilà qui rassure l'international, le politique international de savoir qu'en Côte d'Ivoire, des choses se font comme elles se doivent. Je vous retrouve juste après la réclame. Nous quittons Paris maintenant pour la Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Un homme qui parle peu et surtout qui ne répond à rien, mais n'est focalisé que sur le bonheur des Ivoiriens. Et un homme dont l'emploi de temps est pratiquement chargé, ça il faut s'en rendre compte, et de voir comment est-ce qu'il travaille. Félicitations, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, nous parlons des examens de l'accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Ce pays qui croit fermement à la politique menée par le président Alassane Ouattara. Reportage Ousmane Koulibaly, Séverin Tchatchoua et Gérard Richard, Marcel Bassolé. Selon les ministres du Commerce et de l'Industrie des deux nations, le volume des transactions entre le Japon et la Côte d'Ivoire, qui s'élève à 190 milliards de francs CFA, est considéré comme insuffisant. Monsieur Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire, et son homologue japonais ont convenu de revoir l'accord commercial en place depuis 55 ans afin de l'ajuster aux opportunités et défis que rencontrent la Côte d'Ivoire et le Japon. Nous pensons à déclarer une déclaration conjointe en août lors de la TICAD 9. Donc, pour ce faire, nous allons discuter au niveau administratif et je pense que ce sera l'occasion pour favoriser l'investissement et renforcer les relations économiques. Nous avons noté en tout cas une convergence de vues sur les principaux axes de renforcement
la coopération au niveau commercial et des investissements entre nos deux pays. Et nous avons insisté en fait sur les facilitations à mettre en place pour favoriser l'accès des produits ivoiriens sur le marché japonais, notamment le cacao. Vous savez que les Japonais adorent le chocolat et donc l'idée c'est d'exporter plus de cacao ivoirien sur le marché japonais. Un rendez-vous a été fixé pour la révision de cet accord commercial entre la Côte d'Ivoire et le Japon lors de la conférence de Tokyo sur le développement africain qui se tiendra en août 2025. Cela en attendant d'autres plaidoyers du ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie auprès du Japon. L'objectif est de stimuler l'investissement japonais qui compte 22 entreprises générant un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Financement écologique, numérique, des infrastructures ou de l'emploi des jeunes. Restons toujours en Côte d'Ivoire, il ne se passe pas un jour où une attraction se fait dans ce pays. Et elle vient de part et d'autre, à travers le monde. Et vous allez vous rendre compte parce que la diplomatie est vivante en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, a reçu les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Depuis le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, Ousmane Coulibaly, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu le lundi 16 juin 2025, au palais de la présidence de la République à Abidjan, les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. La cérémonie a obéi à un rituel protocolaire en vigueur en la matière, à savoir la présentation au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, par le nouvel ambassadeur, de la lettre de rappel de son prédécesseur. La lettre de créance qui accrédite le nouveau diplomate en Côte d'Ivoire, un échange avec le chef de l'État, la déclaration à la presse et les honneurs militaires. Le premier à présenter ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, est l'ambassadeur de la République gabonaise auprès de la Côte d'Ivoire, son Excellence Fabrice Boussougou, nommé en mars 2024. Son Excellence Fabrice Boussougou, ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, ouvre le balai des présentations de lettres de créance. De septembre 2023 à mars 2024, il était chargé d'études au cabinet du directeur des Affaires étrangères, au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger. Nous avons salué l'excellence des relations d'amitié, de fraternité qui existent entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et j'ai saisi cette opportunité pour dire, Monsieur le Président de la République, tout mon engagement à œuvrer en faveur de la consolidation de ces relations et de la densification de la coopération bilatérale dans le domaine politique, économique et culturel. Son Excellence Alseni Momba Sila, le nouvel ambassadeur de la République de Guinée-Conakry en Côte d'Ivoire, a également présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Il a été nommé le 23 mai 2024 et a précédemment occupé le poste de chargé d'affaires à l'ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire depuis février 2022. La mission fondamentale que je me suis assignée, c'est comment insuffler une nouvelle dynamique dans la coopération fraternelle entre la République de Guinée et la République de Côte d'Ivoire, deux pays frères qui ont beaucoup en partage. Je vais m'approprier des opportunités d'affaires qu'offre le pays d'accueil, la Côte d'Ivoire, pour signer, aménager des protocoles d'accord dans l'intérêt supérieur de nos deux populations. Le diplomate guinéen, son Excellence Alseni Momba Sila, est titulaire d'une licence en histoire internationale, d'une licence en finances publiques, ainsi que d'une maîtrise en diplomatie. Depuis avril 2025, son Excellence Paul-Benoît Barka Sarr est le nouvel ambassadeur désigné du Sénégal auprès de la Côte d'Ivoire. Il a aussi présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Il est titulaire d'un brevet de l'École nationale d'administration de Dakar, option diplomatie. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont une grande responsabilité aujourd'hui dans les dynamiques de transformation dans la région. Donc vous voyez qu'il y a d'importants progrès qui ont été enregistrés, notamment en Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne la transformation de l'économie, la transformation des infrastructures. Donc nous estimons que c'est un excellent modèle pour la région.
Et c'est pour l'une des raisons pour lesquelles les nouvelles relations bilatérales entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire seront imprimées sous le sceau d'une collaboration étroite entre les deux pays pour que cette dynamique de transformation ne soit pas interrompue, donc pour quelque raison que ce soit. Son Excellence John Marshall est le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Lui aussi, à son tour, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara. Il connaît bien la Côte d'Ivoire, où il a déjà séjourné. Le diplomate britannique présente ici ses missions. C'est de renforcer davantage le partenariat moderne et équitable entre nos deux pays, surtout en ce qui concerne les échanges économiques et commerciaux et les investissements qui sont dans notre intérêt commun. Le Royaume-Uni est déjà présent dans de nombreux secteurs de l'économie ivoirienne, notamment dans le secteur de l'énergie, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, des mines. Et la Côte d'Ivoire exporte ses produits agricoles au Royaume-Uni en des quantités de plus en plus importantes. C'est-à-dire que les relations sont déjà au beau fixe et mon objectif en étroite collaboration avec nos amis ivoiriens, que ce soit du gouvernement, du secteur privé, de la société civile, c'est de tout faire pour que ces relations atteignent un niveau jamais vu. Avant la Côte d'Ivoire, le diplomate britannique Son Excellence John Marshall occupait la fonction d'ambassadeur en République de Guinée-Conakry. Son Excellence Lê Kim Quy est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République socialiste du Vietnam auprès de la Côte d'Ivoire. Elle également a présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara. Elle entend s'investir dans l'approfondissement des champs de coopération entre les deux pays. La Côte d'Ivoire est un des partenaires les plus importants du Vietnam en Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire est également le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Afrique en général. Dans notre politique extérieure, l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier sont des amis et qui occupent une place de plus en plus importante dans notre politique extérieure. Et j'ai exprimé également au président de la République mon engagement de renforcer davantage durant mon mandat ces bonnes relations de coopération et d'amitié entre nos deux pays, notamment dans les domaines des relations politiques, de la coopération parlementaire, de l'économie, du commerce, de l'agriculture, de l'investissement et de la culture, et dans d'autres secteurs où nos deux pays excellent également. Elle couvre également le Bénin, la Guinée, le Burkina Faso, le Gabon et la République de Guinée-Bissau. Les nouveaux diplomates ont tous exalté l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs et ont promis d'œuvrer au renforcement et à la consolidation de ces liens d'amitié et de coopération dans divers domaines, notamment au plan politique, économique et commercial, ainsi qu'au niveau de la culture, de l'agriculture et des investissements. Le ministre directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Léon Kakou Adom, et les membres du cabinet présidentiel ont pris part à cette cérémonie. Je vous l'ai dit, c'est un ballet politique, ça vient de partout. Pourquoi? Une seule raison, la Côte d'Ivoire est bien gouvernée. Et tout se passe bien pour le bonheur, 1, des Ivoiriens, bonheur 2, de l'Afrique. Et de montrer qu'en Afrique, on sait faire des choses quand on fait confiance à nos leaders. Nous allons parler encore une fois du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, de ses activités, de son programme, de ses activités au quotidien. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a reçu en audience Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris, au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Sous l'œil avisé d'Ousmane Coulibaly depuis le palais présidentiel, avec la complicité sonore de Séverin Tchatchoua et en post-production Marcel Bassolé.
Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a échangé le lundi 16 juin 2025 au palais de la présidence de la République à Abidjan avec le maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, par ailleurs présidente de l'Association internationale des maires francophones, AIMF. Madame Anne Hidalgo a tenu à relever l'affection toute particulière qu'elle a pour la Côte d'Ivoire, ainsi que l'immense travail accompli par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. J'ai une affection toute particulière pour la Côte d'Ivoire et une immense admiration pour le travail accompli par le président Alassane Ouattara. C'est une chance que de pouvoir rencontrer une personnalité de cette envergure et j'ai eu la chance de le faire régulièrement tout au long de mes 2 mandats de maire de Paris et de présidente de l'AIMF. Je n'oublie pas à quel point le président Alassane Ouattara a aussi accompagné la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Il a été vraiment un des piliers en soutien de cette candidature. Mais au-delà de ça, nous avons ce travail au long cours avec le district d'Abidjan, avec aujourd'hui son gouvernement également et le Premier ministre, ancien ministre-gouverneur d'Abidjan. Donc nous avons évoqué ensemble les sujets qui sont les sujets de l'AIMF, des relations très étroites que nous avons avec la Côte d'Ivoire et du rôle très important que joue la Côte d'Ivoire et le président Ouattara dans les équilibres pas simplement de la région mais aussi de l'Afrique tout entière. Et nous avons évoqué les différentes coopérations que nous avons avec les différents pays africains et l'AIMF. Il est à noter que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Diomandé Vagondo, et celui de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Bouaké Fofana, ont pris part à cette rencontre. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour l'Afrique centrale. Et là, nous parlons du Cameroun. Le pays présidé par son Excellence Paul Biya, chef de l'État camerounais, président de la République camerounaise. Et dans ce pays, des choses se font au fur et à mesure pour le bonheur des Camerounais. Et là, nous parlons du clap de fin des 3e journées de l'humanisme et de la construction de Douala. Douala, c'est bien la capitale économique de la région du littoral, capitale économique du Cameroun. Un point d'honneur qui tient comme pupille d'œil au maire Roger Mbassadine, maire de la ville de Douala. Reportage Gozori Chouar, Séverin Tchatchoua, Stéphane Negouerigbikek, CNN, Douala. Permettez-moi donc de déclarer clôturer cette 3e édition des Journées de l'urbanisme et de la construction de Douala, que les idées semées ici germent dans nos quartiers, nos plans, nos décisions et dans le cœur de chaque citoyen. Ensemble, bâtissons Douala, ensemble, faisons bien la ville aujourd'hui et la ville nous fera du bien demain. Les 3e journées de l'urbanisme et de la construction de Douala se sont achevées le 13 juin 2025 dans la métropole économique du Cameroun, organisée sur le thème « Planification urbaine et respect des règles d'urbanisme ». Comment construire ensemble une ville attractive et émergente ? Pendant ces 3 jours, l'exécutif municipal a réuni experts locaux et internationaux, décideurs, étudiants, ainsi que les populations. À travers conférences, masterclass et formations, ils ont abordé les enjeux d'une urbanisation maîtrisée et durable, ainsi que les meilleures pratiques de planification urbaine. Nous notons un rallongement dans les délais. La plateforme numérique apportera un gain de temps. Il est à constater que l'usager et le pétitionnaire pourra déposer son dossier ou alors transmettre son dossier au service instructeur qu'est le guichet unique, que ce soit de son bureau ou alors de son domicile, qu'il soit dans la ville de Douala ou hors de la ville de Douala. Il n'y aura aucune contrainte. Il pourra, du moment où il a accès à une plateforme numérique, à Internet, il pourra déposer son dossier. On peut également noter des économies parce qu'à présent, il est demandé aux pétitionnaires de déposer son dossier souvent en 2, 5 exemplaires. Désormais, ce sera un exemplaire numérique et une copie physique
pour des vérifications. Des innovations pour les constructions réglementaires sont déjà perceptibles. Tout pétitionnaire qui aura obtenu son permis de construire devra placer désormais à l'entrée de son chantier de manière visible sa plaque de chantier. Nos équipes de contrôle devront, dans le cadre des vérifications, scanner le code QR de la plaque de chantier afin d'avoir des informations relatives au chantier en cours. C'est une nouveauté que les uns et les autres pourront constater désormais dans la ville de Douala en ce qui concerne les différentes constructions en cours. Face à ces défis majeurs, les participants ont exprimé à l'unanimité leur accord total et ont activement collaboré à la vision ambitieuse portée par le maire de la ville de Douala, le Dr Roger Mbassa Diné. Cette vision partagée et soutenue par tous sert de guide pour les actions futures. La clôture de ces journées entièrement dédiée aux questions de l'urbanisme et de la construction ne saurait marquer une fin, mais plutôt le point de départ d'un engagement renouvelé et renforcé. Cet engagement vise à travailler de manière collective afin de construire ensemble une ville de Douala plus attractive, véritablement inclusive et résolument tournée vers l'émergence économique et sociale de la communauté tout entière. Nous restons toujours en Afrique centrale et surtout on peut parler de la CEEAC. Nous restons en Afrique centrale et nous allons parler cette fois de la RD Congo, à savoir ce pays présidé par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un pays aussi vaste est-il et riche d'ailleurs, un pays où le président est ferme dans ses décisions et surtout dans le respect des politiques africaines. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré le nouvel aérogare de l'aéroport de Kolwezi. Reportage Gérard Richard-Gozo, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Poursuivant sa mission d'itinérance dans la province de Lualaba, le lundi 9 juin 2025, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, a procédé à l'inauguration et à la visite de plusieurs infrastructures publiques d'intérêt communautaire dans le nouvel aérogare de l'aéroport de Kolwezi. Madame Fifi Masoka, gouverneure de la province de Lualaba, dans son mot de bienvenue adressé au chef de l'État congolaise, ainsi qu'à la très distinguée première dame, n'a pas manqué de présenter la fiche technique de cette infrastructure qui va être inaugurée ce jour par le président de la République du Congo. Un aéroport qui constitue le symbole et la fierté de la province de Lualaba de par ses potentialités, ses richesses. À cette occasion de l'inauguration de l'échangeur routier, le nouveau bâtiment de l'aérogare et la caserne anti-incendie de l'aéroport, ces infrastructures construites dans un contexte d'agression de notre territoire national, je voudrais en saluer les héros pour sa bravoure. Je cite le premier citoyen congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne ménage pas d'efforts pour reconstruire le pays et mettre fin à l'occupation rwandaise. Pour le directeur général adjoint de l'entreprise Naissa Engineering, ce projet a été un défi relevé avec passion, essentiel pour la sécurité de l'aéroport. Grâce au soutien du président et du gouverneur, nous avons créé un espace moderne au service des protecteurs de cette plateforme aéroportuaire majeure. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'est un honneur et une immense fierté pour notre entreprise Naissa Engineering de nous tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de cette magnifique caserne de pompiers à l'aéroport de Kolwezi. Ce projet n'a pas été pour nous une simple commande, mais un véritable défi que nous avons relevé avec passion et détermination. Dès les premières esquisses, nous avons compris l'importance capitale de cette infrastructure pour la sécurité de cette plateforme aéroportuaire essentielle. Notre mission était de transformer votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, sous l'encadrement de notre gouverneur, Mama Fifi Masuka Saini, en une réalité concrète, un espace fonctionnel et à la pointe de la technologie pour ceux qui veillent sur la sécurité de notre aéroport. Cet aéroport, premier du genre en RDC, ouvre Lualaba au monde et incarne la vision, l'ambition, la transformation et l'ouverture économique du pays. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je prends la parole au nom de la société A1 Builders pour inaugurer
un projet qui va bien au-delà de la simple construction d'un terminal. Cet aéroport est la porte d'entrée vers un avenir nouveau pour le Lualaba, un symbole de vision, d'ambition et de transformation. Kolwezi, ville minière au cœur des richesses de notre pays, est en train de redéfinir son rôle. Cet aéroport, le premier d'un tel standing dans l'histoire de RDC, incarne l'ouverture de notre économie au monde. Pour la première fois, Kolwezi dispose d'une plateforme aéroportuaire internationale capable de relier nos ressources et nos talents au marché mondial. La présence de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, confère à cette cérémonie un éclat particulier, soulignant l'importance stratégique de ce projet pour la RDC et sa capitale minière du cobalt. C'est un honneur et une profonde fierté pour moi de prendre la parole aujourd'hui, au nom du groupe Forest, à l'occasion de l'inauguration d'un ouvrage hors du commun, le tout premier échangeur de la ville de Kolwezi, et j'oserais le dire, de la République démocratique du Congo. La présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, donne à cette cérémonie un éclat tout particulier. Elle témoigne de l'importance stratégique de ce projet pour notre pays, pour sa capitale minière du cobalt. Au-delà de symboles, cet ouvrage est une réalisation concrète, spectaculaire, qui incarne la vision de son gouverneur de province, son Excellence Maman Fifi Masuka, celle d'une province moderne, fluide, connectée, en phase avec les ambitions de développement national portées par son Excellence Monsieur le Président de la République. Un projet qui reflète une dynamique positive et la volonté éclairée du chef de l'État congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'améliorer son réseau aérien en RDC. C'est avec un immense bonheur et une volonté approfondie dont je tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer l'inauguration du nouveau terminal passager et de la caserne anti-incendie de l'aéroport de Kolwezi. Quelques mois seulement après l'inauguration du terminal passager de l'aéroport de Kisangani-Bangoka. Ce moment est le reflet d'une dynamique positive et d'une volonté affirmée de moderniser notre réseau aérien à travers notre pays, dont fait montre le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour la vision et l'initiative qui ont permis la concrétisation de ces projets de grande envergure. Dans sa vision de développement, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'était engagé à relier toute la RDC via les aéroports. La réhabilitation du terminal et la caserne anti-incendie de l'aéroport de Kolwezi reflètent cette volonté de moderniser les infrastructures selon les normes internationales et nationales. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de Lualaba et au-delà. Cela s'inscrit bien dans le cadre de la structuration du programme du gouvernement, dirigé par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, dans le pilier 3, aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale. Dans ce cadre, il a donc été rappelé que la modernisation des infrastructures de transport et l'aménagement du territoire jouent un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance économique, l'amélioration de la qualité de vie et la promotion du développement durable. Ensuite, le chef de l'État congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite guidée des installations aéroportuaires. Lors de cette visite, il a pu découvrir les différentes infrastructures et équipements qui composent cet aéroport en prenant connaissance de leur organisation et de leur fonctionnement.
Eh oui, nous quittons comme ça Kolwezi pour... ah oui, on est en RDC, hein, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Voilà, nous quittons l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Ouest. Et là, nous allons au pays où on dit là-bas bonjour, Nagadef. Voilà comment est-ce qu'on dit bonjour dans ce pays. C'est le Sénégal, présidé par son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et au Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a visité la CSS à Richard Toll. Reportage Richard Gérard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. En visite dans le nord du pays, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu le 12 juin 2025 dans les installations de la compagnie sucrière sénégalaise à Richard Toll. Cette entreprise projette d'intensifier sa production dans un contexte marqué par les enjeux de la souveraineté alimentaire. En parcourant ces champs, on mesure l'ampleur des exploitations de la compagnie sucrière sénégalaise. La visite officielle du chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, dans le nord du Sénégal, a révélé le déploiement de la compagnie qui met en œuvre un système culturel promettant une performance accrue. Implantée dans le nord du pays depuis plusieurs décennies, elle exploite aujourd'hui des milliers d'hectares de canne à sucre irrigués, principalement dans la zone de Bardiagne. Les responsables de l'entreprise ont présenté au chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, un projet d'extension baptisé KT200, censé permettre l'augmentation de la production sucrière dans les années à venir. Vous êtes le premier président de la République à venir visiter la CSS. Certes, le président Ouad, en 2007, avait inauguré la distillerie de la CSS, mais vous êtes le premier à venir vous intéresser à la culture de la canne à sucre et soyez-en remerciés. Vous voyez très bien la vallée du fleuve Sénégal avec le Waalo, où originellement la CSS s'est implantée, avec un peu plus de 7500 hectares. Mais durant les années 2010, la CSS a choisi de sortir du Waalo pour ne pas accroître encore la pression foncière dans le Waalo et laisser la place à l'agriculture familiale, la riziculture, le maraîchage, les vergers. Et donc nous sommes sortis, et vous voyez la partie en jaune et en gris, c'est là que vous vous situez actuellement, Monsieur le Président. La CSS n'a cessé de grandir au fur et à mesure des années, des décennies, pour suivre la demande nationale en sucre pour les consommateurs sénégalais. À la fin des années 2000, la CSS avait atteint une capacité de 90 000 tonnes de sucre par an, ce qui la place déjà à un bon niveau en termes de sucrerie dans la région. Mais à ce moment-là, on a décidé de partir pour un grand plan de développement au cours des années 2010 et qui a fait faire un bond en avant à la CSS, avec le passage de 90 000 tonnes à 140 000 tonnes de sucre, qui est à peu près le potentiel actuel de la CSS. Nous avons 16 000 m3/h à peu près, qui nous permet d'alimenter 3 000 hectares. 3 000 hectares, là nous avons une station de 800 hectares. Nous avons 12 stations, et ça c'est les stations de dernière génération qui nous permettent d'irriguer 800 hectares maintenant. Et nous avons tout un ensemble de systèmes automatiques qui vont avec cette station, ce qui en fait la pointe technologique actuellement au niveau agricole. Au plan mondial, avec des rendements de l'ordre de 140 tonnes canne hectare qui sont les meilleurs rendements au monde en canne sur 12 mois. La compagnie sucrière sénégalaise exploite une superficie importante de terres irriguées, totalisant environ 12 000 hectares dédiés à la culture intensive de la canne à sucre. Elle parvient à produire annuellement près de 1 450 000 tonnes de canne à sucre, ce qui représente une quantité considérable en termes de production agricole. Cette production de canne à sucre conduit à la fabrication d'environ 140 000 tonnes de sucre raffiné chaque année, une quantité destinée principalement à satisfaire les besoins du marché national sénégalais. C'est l'une des entreprises les plus importantes du Sénégal. Grâce à son monopole sur cette denrée stratégique, elle contribue à la création de richesses et de plusieurs milliers d'emplois saisonniers et permanents et constitue l'un des plus grands pôles industriels en dehors de Dakar. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, s'en félicite. Je voudrais d'abord saluer l'engagement de la compagnie sucrière sénégalaise, qui est quand même une fierté sénégalaise au regard de la transformation du secteur et du nombre d'emplois qui sont créés ici, mais surtout de l'envergure des investissements qui ont été consentis sur des décennies et des décennies. Et ces efforts continuent avec une modernisation des équipements qui engage encore d'autres investissements. Cela est d'autant plus important que malgré l'envergure de l'exploitation, le marché, évidemment, depuis les années 70 à maintenant, a beaucoup cru.
Et les perspectives démographiques rendent compte aussi de besoins qui vont forcément augmenter dans les années à venir. La CSS anticipe déjà et veut passer de 140 000 tonnes à 220 000 tonnes, avec évidemment d'autres leviers qui sont activés pour davantage d'optimisation dans les process de production du sucre fini. Dans cette perspective, elle ne peut compter que sur l'accompagnement de l'État, puisque aujourd'hui nos objectifs et ceux de la CSS sont parfaitement alignés et orientés vers cet objectif stratégique et cette priorité pour nous qui est de satisfaire le marché national à partir de la production locale, évidemment en veillant à ce que les prix soient maîtrisés pour que le consommateur puisse évidemment se satisfaire du produit sénégalais, produit à la CSS ici ou ailleurs. Employant près de 8000 personnes, la compagnie sucrière sénégalaise joue un rôle clé dans l'économie locale et nationale, notamment à travers son projet ambitieux visant à atteindre l'autosuffisance en sucre d'ici 2030. Cette visite réaffirme l'engagement de l'État sénégalais à soutenir les secteurs productifs stratégiques pour garantir la sécurité alimentaire du Sénégal. Nous quittons le Sénégal pour l'Afrique centrale. Et en Afrique centrale, on s'arrête encore au Gabon. Ce petit pays d'Afrique centrale bouge énormément depuis l'ascension à la magistrature suprême de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président élu à une extrême majorité, qui prouve encore un homme qui a su parler à son peuple, à ses compatriotes. Et depuis qu'il est élu, cet homme met en pratique tout son programme présidentiel. Félicitations, Monsieur le Président, la jeunesse africaine vous regarde et surtout celle du Gabon. Alors au Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à l'inauguration de la station de pompage du PK5. Depuis Libreville, Nestor Ecomier pour CNN Libreville. Le président de la République, chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé le 16 juin 2025 à l'inauguration officielle de la station de pompage d'eau potable du PK5, une infrastructure stratégique destinée au remplissage du réservoir de stockage de 10 000 m3 de la cité de la Caisse. Initiée en 2021, l'opération Pierre et Pâle vise à garantir un accès sécurisé et périn à l'eau potable dans les communes de Libreville, au Vendo, à Kanda et dans l'ensemble du Grand Libreville. Elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État de faire de l'accès à l'eau potable une priorité nationale. La cérémonie sobre et solennelle s'est tenue en présence des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, du président directeur général de la BAD ainsi que des autorités administratives. Le ministre chargé de l'accès universel à l'eau a appelé la Société gabonaise d'eau et d'énergie, responsable de la gestion de cette station, à assumer ses responsabilités. Cette station de pompage permet de relever la charge d'eau dans la conduite de diamètre 1 mètre qui part d'un Toum jusqu'à Libreville. Ce n'est pas de cette station-service que nous alimentons Libreville, mais la station-service alimente le château d'eau et qui, par gravité, va desservir les quartiers impactés du nord de Libreville. Il y en a 12 qui sont directement impactés. La cérémonie a été marquée par les traditionnels gestes inauguraux, coupure du ruban, dévoilement de la plaque commémorative, visite guidée des installations. Cofinancée par la Banque africaine de développement, dont le président a également assisté à la cérémonie d'inauguration, le Fonds sino-africain Africa Growing Together Fund, AGTF, et l'État gabonais. La station s'étend sur 9 mètres de long pour 6,5 mètres de large et 3,4 mètres de haut. Dotée de 5 pompes d'une capacité de 1200 mètres cubes à l'heure, elle permet d'accroître la pression dans la conduite DN 1000 alimentée par les stations de traitement de Ntoum 5 et 6, assurant ainsi un remplissage optimal du réservoir principal d'où partent les flux vers plusieurs quartiers de Libreville et d'Akanda. Souhaitant évaluer concrètement l'impact du projet, le président de la République du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu auprès de plusieurs ménages riverains. Dans ces foyers désormais alimentés, il a pu mesurer, au contact direct des populations, l'effet positif de cette mise en service longtemps attendue. Ce moment a été particulièrement significatif puisque les familles du quartier ont exprimé leur grande satisfaction et leur joie face au succès de ce projet qui améliore considérablement leurs conditions de vie au quotidien. On était vraiment surendettés en cherchant de l'eau de part et d'autre. Sans pour autant avoir de l'eau, on est obligé d'acheter. Et ça nous aide énormément pour toutes les tâches qu'il y a à faire à la maison.
Parce que l'eau, c'est la vie. Hein. On ne peut pas s'en passer de ne pas avoir de l'eau dans une maison. On est vraiment très content de l'action du chef de l'État. Par ailleurs, en marge de la mise en service de cette station de pompage, le président de la République du Gabon et chef du gouvernement s'est rendu auprès des populations sinistrées, recueillies par une femme de bonne volonté dans le quartier de Odongo. Cette journée placée sous le signe de la solidarité témoigne du dévouement de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema envers son peuple. Rien de plus normal que de parler d'instruction. Et quand on a la tête d'une université, un président du conseil d'administration, qui n'a pour leitmotiv que l'instruction pour la jeunesse africaine, gabonaise a priori, son pays d'origine, là je parle du docteur Marie-Madeleine Boranzo, que vous regardez ici à l'écran, président du conseil d'administration de cette université, une dame qui n'a pour seule motivation que donner de l'instruction aux Africains, aux jeunes Africains. Et elle a raison. Et nous restons comme ça au Gabon pour parler de cette université qui ouvre les portes à toute l'Afrique. N'oubliez pas les parents, c'est pendant les vacances qu'on prépare la rentrée universitaire. Alors vos enfants, Libreville, c'est le meilleur acquis. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Restons en Afrique centrale, après l'Université internationale de Libreville. Marcel, montre-nous encore un peu cette université. Montre-nous ce nouvel amphi qui date depuis quelques mois, je dirais 4, 5, 6 mois. Regardez cet amphi, un amphi de 1500 places, avec toutes ces salles, pour offrir dans cet univers que vous apercevez d'ailleurs à tous les étudiants complètement un esprit d'éducation. Regardez cette Université internationale de Libreville. Vraiment dans une, je peux appeler ça une oasis en plein milieu de la forêt, dans une tranquillité exceptionnelle. Voilà ce à quoi ont droit tous les étudiants qui choisissent le Gabon et surtout cette université pour aller faire toutes les filières existantes et surtout nécessaires dans la conduite de nos pays. Je vous retrouve juste après la réclame. CNN est disponible sur les bouquets Créolink au 12, numéricable au 12, sur l'application cnntv.ci et sur tous vos supports numériques. Nous quittons Libreville maintenant que vous savez tout ce qu'il faut faire pour les futurs et les nouveaux bacheliers, rentrer à l'université, avoir des branches réelles d'études pour un bon devenir. Nous allons dans le pays situé à la crête du Cameroun, en Afrique centrale toujours, le Tchad. Le pays présidé par le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Et au Tchad, le président a décidé de prendre tout le monde au cours. Son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno a fait une descente opinée à la Caisse nationale des retraités civils du Tchad. Il a voulu se rendre compte comment fonctionne cette caisse nationale. Et c'est ainsi depuis quelque temps que ce président de la République fait des descentes comme ça, prenant même de course en service protocolaire. Reportage Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le président de la République du Tchad, chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a effectué une descente inopinée à la Caisse nationale des retraités civils du Tchad,
CNRCT. Objectif, constater personnellement les difficultés et arnaques dont les retraités sont victimes. Le lundi 16 juin 2025, lorsque le président de la République du Tchad, chef de l'État, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, sortait de son bureau, personne de son entourage ne savait la destination exacte. Nous avions été situés lorsque son cortège s'est immobilisé dans les locaux de la Caisse nationale des retraités civils du Tchad. Il était 7h30. Une descente surprise dont lui seul en détient le secret. Elle vise à toucher du doigt les réalités qui sont élaguées délibérément dans les rapports officiels. Sur place, le chef de l'État tchadien, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, a constaté un profond dysfonctionnement. Accueil chaotique, absence de responsables à leur poste pendant les heures de service, à l'exception du chef de service juridique et du contentieux, lui aussi arrivé à la dernière minute, file d'attente interminable et surtout des témoignages déchirants. Des femmes et des hommes usés par l'âge qui attendent pour certains depuis l'aube. Ces derniers ont exprimé au chef de l'État leur détresse face à des mois de pensions impayées, des procédures administratives complexes, des conditions d'accueil déplorables et même des cas d'arnaque. Pourtant, depuis plusieurs années, l'État s'est engagé à régulariser la situation des pensionnés. Sur un total de 26 milliards de francs CFA d'ARE, 13 milliards, soit 50%, ont déjà été versés, fait remarquer le chef de l'État tchadien. Cette visite visait notamment à vérifier comment cette première tranche a été utilisée. Outré, le président de la République du Tchad a instruit sur le champ qu'un contrôle soit diligenté par l'autorité indépendante de lutte contre la corruption. Cette mission de contrôle, selon les instructions du chef de l'État, doit démarrer dès aujourd'hui. Celle-ci devra dresser un rapport complet sur l'utilisation des 13 milliards déjà décaissés. Ce rapport conditionnera les prochaines décisions et le versement du reliquat, précise le président de la République du Tchad. Peu avant de quitter les lieux, le chef de l'État, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, a tenu à rassurer les retraités. Des mesures fortes seront prises pour assainir la caisse et restaurer la dignité de ceux qui ont servi la République avec abnégation et aujourd'hui admis à faire valoir leur droit à la retraite. Retour en Côte d'Ivoire, où toute la politique africaine des meilleurs commence à comprendre qu'il faut regarder ce qui fonctionne en mieux. Et dans ce pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, un brillant économiste, un des meilleurs dans sa génération, nous allons parler encore une fois de la Côte d'Ivoire et de ses bras ouverts comme ça à tout ce qui touche à la politique africaine. Le général Mamadi Doumbouya, pour ceux qui ne le savent pas, est le président de la République de Guinée, dont la capitale est Conakry. Il a été en visite d'amitié et de travail pour 48 heures en Côte d'Ivoire auprès de son aîné, le président de la République, Alassane Ouattara. Reportage Ousmane Koulibaly, Séverin Tchachoua, Marcel Bassolé. Le président guinéen, le général Mamadi Doumbouya, est arrivé le mardi 17 juin 2025 à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le vice-président ivoirien, M. Tiemoko Meïlet Koné. Salutations d'usage, honneurs militaires, bref entretien au salon d'honneur de l'aéroport. À sa sortie de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le chef de l'État guinéen, le général Mamadi Doumbouya, a partagé un moment de communion avec la communauté guinéenne vivant en Côte d'Ivoire, qui sont venus en grand nombre accueillir leur président. Une visite de 48 heures qui vise à renforcer l'amitié et les liens de travail entre les deux nations ouest-africaines. Le moment phare de ces journées diplomatiques est l'entretien à 13h au palais de la présidence de la République à Abidjan entre le général Mamadi Doumbouya et le président ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Cette rencontre au sommet sera suivie d'un point de presse et les deux chefs d'État aborderont la coopération bilatérale ainsi que les enjeux régionaux et internationaux. La visite du président Doumbouya en Côte d'Ivoire souligne l'importance des relations bilatérales et favorisera des discussions clés pour le développement et la stabilité régionale. Restons toujours en Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit tantôt, le président de la République, dont la capitale est Conakry, a séjourné en Côte d'Ivoire pour 48 heures.
Et en 48 heures, il a fait beaucoup de choses. Et pendant cette visite, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien avec son homologue guinéen Mamadi Doumbouya, chef de l'État de la Guinée-Conakry. Depuis le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, Ousmane Coulibaly, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu le mardi 17 juin 2025 au palais de la présidence de la République à Abidjan avec son homologue guinéen, le général Mamadi Doumbouya, qui effectue une visite d'amitié et de travail de 48 heures en Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État ont évoqué le renforcement des relations séculaires d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, notamment dans les domaines économiques et commerciaux, ainsi que les sujets régionaux, en particulier la situation sécuritaire et politique dans les pays du Sahel et la nécessité de consolider l'intégration économique régionale pour le bien-être de nos populations. Le président Alassane Ouattara s'est réjoui des excellentes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et la Guinée depuis de nombreuses années et a émis le vœu de voir la Guinée retrouver le lustre d'antan et poursuivre sa marche vers le progrès économique et social pour le bonheur du peuple guinéen après la crise politique qu'elle a connue. La Côte d'Ivoire et la Guinée sont des pays frères et amis. Et je me réjouis des relations séculaires, de coopération et d'amitié qui existent entre nos deux pays depuis de nombreuses années. Votre visite nous offre l'opportunité d'aborder des sujets d'intérêt commun en vue de raffermir davantage ces excellentes relations. Monsieur le Président, chers frères, nous venons d'avoir un entretien approfondi qui nous a permis d'aborder des sujets d'intérêt commun, notamment les relations économiques bilatérales et la situation sécuritaire dans notre pays et dans la sous-région. Nous avons aussi échangé sur la situation politique dans nos deux pays. Depuis plusieurs mois, la Guinée traverse une étape cruciale de son histoire. La Côte d'Ivoire suit évidemment avec un grand intérêt cette évolution, ainsi que pour les efforts déployés pour retrouver la normalité constitutionnelle. Notre vœu est de voir la Guinée retrouver son lustre d'antan et poursuivre sa marche vers le progrès économique et social pour le bonheur du peuple guinéen. Monsieur le Président, je voudrais aborder bien sûr la situation de la sous-région. Nous avons aussi échangé sur cette situation préoccupante dans notre sous-région, notamment la situation sécuritaire, politique et humanitaire dans les pays du Sahel. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je suis sûr que ces élections seront pour le bénéfice mutuel de nos peuples guinéens et ivoiriens. Bon séjour en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, a pour sa part exprimé sa profonde admiration au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, pour son parcours exceptionnel à la tête de la Côte d'Ivoire et son leadership empreint de sagesse et de vision qui a transformé notre pays et inspiré plusieurs nations à travers le continent africain. Le chef de l'État guinéen a par ailleurs souhaité le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée et souligné la convergence de vues entre le président Alassane Ouattara sur les sujets régionaux, notamment la nécessité de préserver la paix, la stabilité et la sécurité dans notre sous-région. Dans le contexte géopolitique actuel, tant régional que mondial, je souhaite vous exprimer ma profonde admiration pour votre parcours exceptionnel à la tête de la Côte d'Ivoire. Votre leadership empreint de sagesse et de vision a transformé votre pays et inspiré de nombreuses nations à travers le continent africain. Nous savons aussi que vous avez joué un rôle auprès de vos pairs pour une meilleure compréhension du contexte guinéen. Je vous en remercie sincèrement. Nos deux nations partagent une histoire riche, tissée de luttes communes et de succès partagés. Nous sommes voisins, mais bien plus que cela, nous sommes une famille. Mon souhait le plus cher est de bâtir une communauté de destin entre la Guinée et la Côte d'Ivoire,
où nos intérêts se rejoignent et se renforcent mutuellement. J'espère sincèrement que cette rencontre marquera le début d'un chapitre prometteur dans les relations entre la République de Guinée et la Côte d'Ivoire. Je vous remercie encore une fois pour votre hospitalité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. À cet égard, le chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara, a félicité le président Mamadi Doumbouya pour les importants progrès réalisés par la Guinée à travers le programme Simandou 2040. Le président Alassane Ouattara s'est en outre réjoui de l'accroissement des échanges commerciaux globaux entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, qui ont connu une progression de 78% l'année dernière. Enfin, le chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara, a souligné l'importance de renforcer l'intégration économique régionale et la coopération ivoiro-guinéenne. En Côte d'Ivoire, il suffit de regarder les activités. Il suffit de regarder notre chaîne de télévision, celle sur laquelle vous y êtes, pour comprendre les activités du président de la République et des membres du gouvernement, qui sont par Mons et par Vaux. Et là, nous allons parler du Conseil des ministres en Côte d'Ivoire. Un Conseil des ministres comme on n'en voit pratiquement pas dans certains pays. En Côte d'Ivoire, c'est bimensuel, instauré par le président de la République, et présidé par son Excellence le Président de la République, avec toute la grande team politique, à savoir le vice-président de la République, et ainsi que le Premier ministre, et tous les membres du gouvernement. Donc chacun sait ce à quoi il a droit, et ce qu'il doit faire, et surtout comment doit-il rendre des comptes ou justifier son poste de ministre au gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous allons tout de suite au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire grâce à la caméra d'Ousmane Koulibaly, au son Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le mercredi 18 juin 2025, de 11h à 13h30, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les filets sociaux continuent de faire des heureux avec le lancement du projet Popote familial. Le gouvernement ivoirien met en place une nouvelle mesure en faveur de 2000 ménages vulnérables en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget. Le Conseil a adopté une communication relative au renforcement de l'inclusion sociale et économique des ménages vulnérables à travers la mise en œuvre du projet Popote familial. Le projet Popote familial est destiné à renforcer l'inclusion sociale et économique des ménages vulnérables à travers une aide alimentaire et non alimentaire ciblée. Le projet couvre 2000 ménages vulnérables composés chacun de 5 à 10 personnes réparties sur l'ensemble du territoire national qui bénéficieront chaque mois d'un kit alimentaire et d'hygiène d'une valeur de 50 250 francs sur une période de 7 mois, avec un coût global de 647,2 millions de francs CFA. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil a abrogé l'ordonnance portant abrogation de l'ordonnance numéro 2018-643 du 1er août 2018 instituant la taxe de soutien au développement de l'activité de raffinage. À fin juin 2025, les ressources générées par cette taxe permettront d'assurer totalement l'équilibre financier de la CIR. Les prélèvements anciennement effectués sur les produits pétroliers au titre de cette taxe sont redimensionnés à la baisse et affectés à partir du 1er juillet 2025 sous la forme d'une nouvelle composante de la taxe spécifique unique au financement du secteur de l'électricité qui, comme vous le savez, connaît un déficit structurel. Cette mesure permettra le financement de projets tels que le programme électricité
pour tous. Au chapitre des décrets adoptés lors de ce Conseil des ministres du mercredi 18 juin 2025, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, le Conseil a adopté un décret instituant le certificat de nationalité numérique et l'attestation recognitive de nationalité. Ce décret vise à alléger la procédure de délivrance du certificat de nationalité en introduisant l'attestation recognitive de nationalité et la délivrance sous forme électronique du certificat de nationalité. L'attestation recognitive de nationalité est délivrée sur simple production d'une copie du certificat de nationalité existant par un dépositaire central à qui seront transmises par les juridictions pour conservation les copies de tous les certificats de nationalité délivrés sur l'ensemble du territoire national. Cette procédure dispense l'Ivoirien disposant d'un certificat de nationalité non contesté de recourir chaque fois que de besoin à un nouveau certificat de nationalité. Par ailleurs, dans la dynamique de la modernisation des services publics, le certificat de nationalité et l'attestation recognitive de nationalité peuvent être délivrés sous forme électronique et leur validité est la même que celle des documents de même nature délivrés sous forme papier. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un décret portant approbation des conventions de concession de services publics de vérification de la conformité des produits embarqués à destination de la Côte d'Ivoire. Le programme de vérification de la conformité aux normes des produits embarqués à destination de la Côte d'Ivoire consiste essentiellement à empêcher l'importation sur le territoire national de produits ne répondant pas aux normes et spécifications techniques du pays et à protéger les populations contre les produits non conformes, contrefaits, dangereux ou impropres à la consommation. Compte tenu des résultats probants enregistrés lors de la première phase d'engagement, ce décret approuve le renouvellement du programme ainsi que des conventions signées avec les concessionnaires pour une période de 5 ans. Répondant aux questions des journalistes, parmi lesquels ceux de CNN Télévision, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé sur l'annonce récente des États-Unis d'interdire l'entrée sur leur territoire aux ressortissants de 36 pays, dont la Côte d'Ivoire, avec un sursis de 2 mois pour se conformer aux exigences américaines. Nous avons les meilleures relations qui soient avec les États-Unis. Nous travaillons donc avec l'ambassade des États-Unis. Il y a un ensemble de documents qui ont été demandés, donc ils seront fournis. Nous avons 2 mois pour remplir donc toutes ces conditions. Donc il n'y a pas de problème particulier, ce ne sont pas des choses énormes qui sont demandées. Vous savez que les États-Unis ont engagé une politique vigoureuse de lutte contre l'immigration clandestine et donc à partir de ce moment, elles prennent un certain nombre de dispositions. La Côte d'Ivoire n'est pas particulièrement inquiète. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et le ministère des Transports. Le Conseil a adopté une communication relative à la désignation du nouveau secrétaire exécutif de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, OCAL. Cette organisation intergouvernementale sous-régionale a été créée par les chefs d'État du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Togo, en vue d'apporter une réponse transfrontalière à la vulnérabilité au VIH des populations mobiles et de faciliter la libre circulation des personnes et des biens le long du corridor Abidjan-Lagos. Depuis la fin du mois de mai 2024, le secrétariat exécutif de l'organisation, qui revient statutairement à la Côte d'Ivoire, est resté vacant. Aussi, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de l'Ivoirienne, Madame May Hortense, docteur en pharmacie de l'université Félix Houphouët-Boigny, sélectionnée suite à un appel à concurrence en qualité de secrétaire exécutif de l'OCAL. Le Conseil a entendu une communication du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation relative aux résultats de l'examen du brevet d'études de premier cycle, BEPC, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Il en ressort que sur un total de 666 922 candidats, 312 041 sont déclarés admis, soit un taux de réussite global de 51,41%. Ces résultats représentent une hausse de 11,23% par rapport à l'année 2024, dont le taux de réussite était de 40,18%. De façon spécifique, 160 967 filles sont déclarées admises, soit 51,58%, contre 48,42% pour les garçons, dont le nombre d'admis s'élève à 151 074.
Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 9 juillet 2025 à Abidjan. L'équipe de reportage de CNN Télévision était présente au palais de la présidence à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous allons boucler cette émission pour vous parler du deuxième congrès ordinaire de ce grand parti politique en Côte d'Ivoire, le RHDP. Après un éclatement pour les pré-congrès, le pré-congrès dans toutes les communes en Côte d'Ivoire, le parti du RHDP, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, a donné rendez-vous à tous les militants au stade Ebimpe, ce complexe, ce grand stade en Côte d'Ivoire, au complexe Ebimpe. Après, d'abord, la veille, le 21, au Parc des Expositions, mais là, la clôture pour savoir qui est le candidat de ce grand parti politique à la présidentielle de 2025. Enfin, le moment tant attendu par tous, le deuxième congrès ordinaire du RHDP devant officialiser le candidat officiel du RHDP, pour ne pas me répéter, à la présidentielle 2025. Le RHDP s'est offert un grand rassemblement au complexe Alassane Ouattara à Ebimpe, là où même la Côte d'Ivoire a été champion d'Afrique dans une organisation de la CAN sans pareil. Reportage, toute la team de CNN Côte d'Ivoire, toutes les caméras ont été focalisées pour ce grand rassemblement. Ousmane Koulibaly et toute sa batterie de collègues, Séverin Diatchoua, Marcel Bassolé, Gérard Richard-Gozo, depuis Ebimpe, pour voir et vivre et être témoin de ce grand rassemblement, à savoir le deuxième congrès ordinaire du RHDP, à savoir le Parti Orange. Abidjan, 22 juin 2025, stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Ils sont venus de partout de Côte d'Ivoire, villes, villages et cantons. Plus de 100 000 militants du RHDP ont pris d'assaut le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe sous une pluie battante qui n'a rien modifié au protocole, sous la direction du Premier ministre Patrick Hachi, président de ce deuxième congrès ordinaire. Ne dit-on pas que journée pluvieuse, journée bénie? Eh oui, le deuxième congrès ordinaire du RHDP a plus que tenu toutes ses promesses. Des images et témoignages valent mieux que 1000 mots. CNN Télévision était là pour ce moment historique. C'est chaud, c'est bouclé, c'est fermé, c'est partout. On est partout. C'est chaud. On est chaud, quoi. Je viens de voir. Mais je suis venu à ce congrès pour venir dire oui à la candidature du président Alassane Ouattara. Tellement que je porte le président en cœur, je suis obligé de faire le déplacement pour venir à ce congrès. Donc je suis venu dire merci au président pour tout ce qu'il fait pour les Ivoiriens et dire oui pour sa candidature en 2025. Notre souhait est que Ado gagne un coup KO. Ado Ourien, 100% Ado. 100% Ado. Merci mon président, merci beaucoup. Ado est un président qui n'aime pas le bruit. C'est vrai ou faux? Ado n'aime pas le bruit. Nous sommes les femmes de Yamoussoukro et les femmes de Niamey. Nous sommes aujourd'hui Ado. Nous sommes aujourd'hui Ado, demain Ado. C'est nous, les femmes, qui le réclamons. Alassane Ouattara, le candidat pour la Côte d'Ivoire, le candidat pour la paix, le candidat pour la stabilité, le candidat qui peut rassurer tous les Ivoiriens. Je suis venu soutenir Alassane, mon président, mon combat. Trop fan de toi, Ado. Ado, on est fan de toi. Mais il y a des jaloux. Je fais toujours les vidéos pour faire la campagne du président Ado. Alassane Ouattara, c'est la paix. Alassane Ouattara, c'est le développement.
Ivoiriens. Ouais, moi-même, je préfère qu'Ado, là, il n'a qu'à casser ma maison où je dors. Là, je serai satisfait. Parce que c'est ça, ils ont dit. On dit casse les coins. Mais moi, il n'a qu'à casser ma maison. Là, il a dormi au dehors. Je préfère ça. Nous sommes en Guépao. On est déplacés aujourd'hui dans toute la partie de Côte d'Ivoire pour venir soutenir Alassane Dramane Ouattara. Nous avons un président exceptionnel, nous avons un président agréable. Que tous, en 2025, le président Ado, et sans exception, tous. Toute la jeunesse ivoirienne est mobilisée derrière son leader qui est le président Alassane Ouattara. Et cette jeunesse est reconnaissante pour toutes les actions et développements qu'il a battus depuis qu'il est au pouvoir. Et c'est cette célébration que vous voyez ici au stade. Militantes, militants, Ivoiriennes, Ivoiriens, je vous demande de faire du bruit. Je vais mourir pour Ado. J'ai chez moi bien pour moi. J'avais 44 ans. C'est un seul goudron qui a traversé. Depuis là, c'est maintenant Ado en train de mettre un goudron. Tiens, un gars quoi là, on peut se tuer pour lui. Et 6 000 pas prêts pour lui. Nous sommes aux ordres du président de la République, notre candidat Alassane Ouattara. Nous sommes venus massivement pour montrer notre adhésion à la politique de développement de la Côte d'Ivoire sous l'impulsion de Alassane Dramane Ouattara. Sous vos applaudissements, le président du Congrès, monsieur le Premier ministre Jérôme Hachi Patrick. Je suis ému et honoré de prendre la parole devant vous au cœur de ces 2 jours d'unité, de travail et d'élan collectif. Et je voudrais avant toute chose renouveler ma reconnaissance la plus sincère au président de la République, président du RHDP, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et puis, il y a eu ce moment d'histoire, Monsieur le Président de la République, ce moment que nous n'oublierons jamais, le moment où, par une extraordinaire acclamation, plus de 7000 congressistes, comme un seul homme, ont scandé et renouvelé leur confiance à son Excellence M. Alassane Ouattara pour présider encore une fois notre grand parti. Les congressistes ont également scandé à l'unisson, encore une fois, de solliciter que le Congrès désigne son Excellence M. Alassane Ouattara comme candidat à la présidence. Ado président, Ado président. Ado président, Ado président, Ado président. Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du RHDP, tel est présenté
l'économie des travaux du deuxième congrès ordinaire du RHDP. Je vous remercie. Alassane Ouattara, ado. Chers militantes et militants, notre parti est un parti de rassemblement, un parti démocratique, un parti libéral, un parti qui œuvre à la cohésion nationale et à la paix. Le 25 octobre 2025, lors de l'élection présidentielle, nous irons défendre notre bilan et nos idéaux dans les urnes. Je voudrais à nouveau vous rassurer et vous dire que ces élections seront apaisées, démocratiques et transparentes. Oui, tout se passera bien. Ces appels, je ne peux pas les ignorer. Je ne peux pas les ignorer, je les ai bien entendus. Et je dis avec émotion, oui, je vous ai entendu. Avec attention, la résolution relative à ma reconduction comme président du RHDP, dans un esprit de responsabilité, mais aussi avec tout l'amour que je porte à cette famille politique que nous avons construite, j'accepte de demeurer le président du RHDP. Merci. Merci beaucoup. Et je l'accepte pour consolider la stabilité de notre parti et préparer l'avenir. Je resterai donc président du RHDP. Oui, je resterai président du RHDP tant que vous le souhaiterez. Un président engagé et profondément attaché à la cohésion de notre grand parti. Oui, un parti national. Et je veux compter sur vous dans cette tâche. Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci. Je veux vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Et je veux dire bravo à tous et à tous. Il nous a donné des ordres, nous on exécute. Il nous a dit de lui faire confiance et nous on continue de lui faire confiance. Donc pour nous, c'est déjà gagné et on est toujours prêt pour lui, on est toujours là pour lui. Laissez le temps faire les choses. Avec le président Alassane Ouattara, chaque chose a son temps. Voilà, chaque moment est important. Et chaque action s'inscrit dans un temps bien défini. Donc laissons les choses venir. C'est terminé pour cette émission Constitution Week News. J'ai plaisir à vous donner rendez-vous dans les prochains numéros, mais à partir de la semaine prochaine, vous aurez droit à des best-of. Restez des nôtres sur cnntv.ci
pour regarder les multirediffusions. Et si vous voulez voir de l'information en permanence, en continu, d'ailleurs non-stop, vous allez sur www.cwebinfo.ci. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Consti Eka. Au revoir.